If the world around you turns irrationally, and the lights and the noise stress you intensively, and the fumes of it all suffocate your soul, then Mozart is... Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Dégel du mois d'octobre. Je suis désolée si j'ai pas l'air d'être si droite que ça. Comme je préviens tout de suite parce que j'ai tourné les chroniques mais je les ai pas encore mises en ligne, c'est l'état arrière de ce qu'il y a là. J'ai emménagé il y a peu certes, mais je voulais vous tourner ces lectures de Dégel avant pour pouvoir ranger le tout. Et voilà, j'ai plein de bouquins dans les pattes, c'est hyper agréable. Il y a un moment j'hésitais à faire cette vidéo assise, mais j'avais peur d'aggraver davantage mon cas. Il y aura énormément de livres dans la catégorie des nouvelles acquisitions parce que comme je disais dans la lecture de Dégel du mois de juillet, voilà, j'ai une cousine qui m'a donné un max de livres entre guillemets parce que, enfin donné, on se comprend, c'est que j'ai ma tante qui est décédée il y a un peu plus de 2 ans et ma cousine elle a dit je sais que tu aimes lire et elles ne vont pas spécialement voir les livres pour faire sûr que ça se les presse dans la famille entre guillemets. Elle a dit bah tout simplement viens me servir, et ce qui fait que j'ai un max de bouquins. Mais comme je l'ai dit également, je ne pouvais pas vous les présenter plus tôt parce que je suis arrivée entre temps sur Strasbourg. Mais j'habite pas Strasbourg, enfin ce logement n'est pas à Strasbourg, on est vraiment dans la campagne alsacienne. Parce que Strasbourg, les prix c'est voilà, c'est très cher pour en tout cas le budget que moi je voulais mettre. Et ce que je voulais en tout cas dans 2 pièces. Parce que pour le prix que j'ai là, je vous donnerai pas le montant, mais sur Strasbourg ça équivaut à un petit studio. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Et donc je ne pouvais pas à ce moment-là tout emmener sur Strasbourg pour vous en parler. Donc j'ai attendu que j'emménage pour pouvoir tout simplement vous en montrer tous ces bouquins. Donc voilà, donc les livres dans la catégorie nouvelles acquisitions, il se peut que je vous détaille pas davantage parce que c'est vrai que souvent je connais pas les résumés. C'est des livres que j'ai pris comme ça au feeling un petit peu. Mais en tout cas, ça ne m'empêchera pas de vous parler de ce que j'aime lire, en tout cas de tout ce que j'ai accepté de prendre. Et alors seulement un truc que je ne vous montrerai pas à ce moment-là, ce sont tout simplement une encyclopédie. Voilà, je pense que tout le monde a une encyclopédie, c'est une vieille édition en tout cas, mais en tout cas, moi j'ai un dictionnaire, ça, j'ai un petit dictionnaire. C'est vrai qu'on a internet, mais avoir une encyclopédie c'est toujours intéressant, moi j'aime bien, ça fait un peu intellect, mais je trouve ça marrant. Mais on va commencer maintenant pour pas perdre spécialement plus de temps. Good for you. If the discourse of politicians insult your intelligence and you... Les chroniques sont tournées, mais elles sont pas encore montées ni encore écrites. Mais en tout cas, je suis fière de moi, j'ai lu 3 livres. Ça faisait longtemps que j'ai pas lu autant en si peu de temps, mais en tout cas ça m'a fait vraiment du bien. J'ai terminé Bleu Méthylène de Théo Carmin en auto-édition. De toute façon, je mettrai en lien en barre d'infos, s'il faut faire à mesure, peut-être des liens pour voir les résumés et tout. Mais en tout cas, Bleu Méthylène, moi c'est Bleu qui a une vie pas si marginale que ça, enfin un petit peu, qui travaille dans l'audiovisuel mais qui a des petits boulots par-ci par-là et qui passe son temps dans un café. Et il est omnubilé par la serveuse Violette jusqu'au jour où, au moment où il décide de se lancer à lui parler, elle disparaît. Et en fait, il pense que c'est eux, donc il. Alors, il, Simon singulier qu'au pluriel. Sauf qu'on ne sait pas trop ce que c'est et ces choses-là, et qu'on ne sait pas trop ce qu'est devenu Violette. Je vous donnerai pas spécialement mon avis maintenant parce que, comme je disais, dans les prochains jours, vous aurez les chroniques qui vont arriver. Donc là, vous aurez davantage mon avis un peu plus détaillé, donc voilà. En tout cas, un petit livre sympa pour la période d'octobre d'Halloween en fait. On va rester un petit peu dans le côté un peu paranormal et fantastique et tout, en parlant de loups. Alors là, je vous présente donc Lune Rousse de Paul Béarn et de Cyril Edgar aux éditions Castelmore, qui est basé sur le jeu de cartes Les Loups-garous tirent ce lieu. Je pense que tout le monde a entendu une fois parler de ce jeu-là. Moi, j'ai joué beaucoup ado au centre de loisirs et je fus surprise récemment, il y a plus de 3-4 ans maintenant, que ce jeu existait encore, qui est encore disponible à la vente, ce qui est plutôt bien parce que c'est un jeu culte et savoir qu'il y a une histoire qui a été écrite autour, j'ai bien aimé aussi. On va suivre 2 amis, Lapsa et Lune, qui vivent donc dans le petit village de Tiercelieu jusqu'au jour où, le jour de la lune rousse, je ne me cours pas, Lune suit un loup avec des amis à elle. Et donc va enfiler un masque et des gants de loup pour justement se venger des injustices qu'il y a eu dans le village. De son côté, Lapsa, la meilleure amie de Lune, quant à elle, vient de vivre récemment son 14e anniversaire. Mais c'est au lieu que ce soit un jour festif, pardon, c'est plutôt pour
l'APSA, un jour de deuil, parce que au moment où elle est venue au monde, sa mère est décédée en la mettant justement au monde et elle veut connaître la vérité. Et jusqu'au moment où apparemment son père, qu'elle croyait mort, refait surface. Entre l'une qui veut venger son village et ses amis et une autre qui veut connaître la vérité, il n'y a qu'un pas. Le dernier roman que j'ai lu, c'est Miroir, le deuxième et dernier tome de la duologie Paranoia de Melissa Belvin aux éditions Hachette. Alors, ce livre, ce tome 2, en tout cas, je l'ai vraiment trouvé très intéressant par propre ami, mais quand j'ai dit, je ne vais pas vous en parler davantage, étant donné que vous aurez bientôt évidemment ma chronique prochainement. Je ne vais pas vous parler du résumé du tome 2 pour ne pas vous spoiler justement le tome 2, mais je vais vous parler vite fait du tome 1 et peut-être un petit peu vite fait du tome 2 en fonction de. Donc on va suivre Lisa Ernest, une grande spécialiste, enfin, qui est une psychiatre pour être plus précis, spécialisée dans les cas difficiles, et elle se retrouve être appelée par l'Institut Saint-Vincent pour s'occuper du cas de Judy Desforêts, une jeune femme enceinte de 6 mois qui est atteinte de paranoïa et d'hallucination et qui refuse de se nourrir, mettant ainsi sa vie en danger et celle de son bébé. Lisa va essayer de tout faire pour créer un climat de confiance pour que Judy lui raconte son histoire et ainsi l'aider à sauver son bébé et justement d'apprendre à ce qui lui est arrivé et pourquoi Judy se retrouve donc dans cet institut. Ma chronique également va très vite bientôt revenir, donc je pense que voilà, je vous en parle pas plus parce que je vous parle du tome 1 mais j'ai pas envie de vous spoiler le tome 2 si vous l'avez pas lu, mais en tout cas j'ai vraiment adoré donc ce livre là. Do not believe we can live with indifference, and all the promises are words, and the words. Donc là il y a une partie de ce que j'ai récupéré chez ma cousine, en tout cas grâce à ma cousine. Là il s'agit tout simplement de certains romans, enfin notamment de beaucoup de romans, je sais pas combien il y en a écrit réellement, mais en tout cas une bonne partie. Il s'agit tout simplement de certains romans d'Émile Zola. J'ai jamais lu de Zola, j'ai jamais vraiment lu de classique à proprement parler. Donc là c'est édité aux éditions, en tout cas une vieille édition, édition Françoisia. Oh pardon. En fait, pour ceux qui ne savent pas, donc, en fait ces livres ont montré pendant 2 ans dans une cave et donc ils puent l'humidité, ça pue l'humidité, ça pue leur enfermer, donc je ne sais pas imaginer. Je vous souhaite, je dis heureusement que je vous souhaite pas d'avoir l'odeur et je vous dis heureusement. Donc il y a en tout, comme vous pouvez le voir, 6 romans de Zola que j'ai récupérés, que je voudrais bien m'intéresser à Zola. C'est notamment des très belles éditions comme celle-ci qui vont vraiment très anciennes. Donc il y a Nana. Alors je sais pas dans quel ordre suivent les romans de Zola, si vous savez, mettez-le moi en commentaire, comme ça permettra, ça va me permettre à moi de savoir s'il y a un ordre. Donc il y a Nana, il y a Paubouille, le docteur Pascal, Au bonheur des dames, Le ventre de Paris et La faute de l'abbé Mouret. Si vous connaissez l'ordre des romans de Zola, mettez-le moi en commentaire parce que Zola, ça fait partie des auteurs classiques de la littérature française que je ne connais pas et j'aimerais en apprendre davantage. Mais étant donné que je ne connais pas l'ordre, je sais que ça fait partie d'une série, mais je n'ai pas l'ordre, je ne suis pas une spécialiste de Zola. Je pense que vous me commenterez un petit peu en étant à ma place. Là maintenant, je vais vous présenter 5 romans d'Alexandre Dumas, très connus. J'ai l'impression qu'il me manque en fait des romans. Il se peut, je viens de me rendre compte qu'il se peut qu'il me manque des romans. Je pense notamment à notre roman, notre auteur, je vais vous présenter juste après. Soyez pas choqués si je vous en montre donc aux lecteurs de Dégel de novembre, ou après au moment de la vidéo où je vais vous faire montrer le rangement des bibliothèques. Donc là j'ai 5 romans d'Alexandre Dumas. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 de La Dame de Montsoreau. Pareil, toujours je crois aux éditions Françoisia, donc il n'y a pas le titre, mais en tout cas il y a toujours cette rayure. Ouais, vraiment c'est une espèce de reliure à l'ancienne que j'aime beaucoup. Ça c'est un style du livre, en tout cas d'ouverture que j'aime beaucoup, mondure, etc. Avec les belles reliures. Et le tome 1, 2 et 3 du Comte de Monte Cristo. Alors là c'est une œuvre que je voulais lire depuis longtemps, le Comte de Monte Cristo. Mais en tout cas je suis heureuse de les avoir trouvés, en tout cas dans une belle édition. Ça fait toujours beau dans une bibliothèque, je trouve, surtout là dans la blanche. C'est pour ça que je disais que j'avais l'impression, pour ce temps-là, j'ai l'impression que j'en avais plus. Après, c'est peut-être une mauvaise idée que je me suis faite. Comme vous pouvez le voir, c'est encore en paillettes, donc je suis pas très sûre qu'il m'en manque. Enfin, je suis peut-être sûre qu'il m'en manque. Si le cas, c'est 1 ou 2, donc vous les verrez peut-être dans les lectures de Dégel de novembre, pour le coup seulement en novembre. Donc là, de Victor Hugo, j'ai Les Misérables, le tome 1 et le tome 2. Parce que j'étais persuadée que j'avais également Notre-Dame de Paris. Mais si c'est le cas, il doit être quelque temps au fin fond dans un autre carton. Parce que il me reste encore des cartons, pas énormément, mais moins qu'avant. Mais en tout cas, Les Misérables, ouais. J'ai commencé à regarder d'ailleurs sur Netflix
le film, enfin la comédie musicale Les Misérables, qui est vraiment intéressant, donc notamment avec Eddie Redmayne. C'est le seul acteur que j'ai retenu. Il y a qui d'autre? Comment il s'appelle? Hugh Jackman, celui qui faisait Wolverine notamment. C'est les deux seuls acteurs que j'ai retenu le nom, donc Hugh Jackman, je vais y arriver à le dire, j'arrive jamais. Et Eddie Redmayne, qui a eu un Oscar il y a quelques années pour Une fabuleuse histoire du temps, et qui notamment actuellement on le retrouve au cinéma dans Les Animaux Fantastiques et Les Crimes de Grindelwald dans le rôle de Norbert Dragono. Donc voilà, je pense que ça va parler, mais en tout cas, Les Misérables de Victor Hugo, je pense que c'est un grand classique aussi de la littérature française. De toute façon, Hugo, tout ça, c'est vraiment des spécialistes de la littérature française qu'on étudie encore aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai hâte de les lire, et je vais peut-être acheter le manga des Misérables. Ouais, Les Misérables de Victor Hugo ont été édités en manga, ce qui change un peu. Je crois qu'il y a de plus en plus de livres. J'ai également entre les mains une belle édition d'un roman de Jules Verne. Je sais pas si c'est plusieurs volumes, enfin je sais pas, ça va être un seul roman. Je sais pas, je connais aussi très mal cet auteur-là. Voyage extraordinaire, 5 semaines en ballon. Donc de Jules Verne, toujours édité dans une vieille édition de France Loisirs, je crois. Collection Hetzel, donc c'est peut-être une très vieille illustration qui en plus est illustrée. Donc ça c'est bien. Je connais très mal Jules Verne, donc à part 20 000 sous les mers et Tour du monde en 80 jours, je connais pas trop ce qu'il a fait. Alors je sais pas s'il y a eu d'autres romans. Donc il marque 5 semaines en ballon, voyage des découvertes en Afrique par 3 Anglais. Donc voilà, je connais très mal Jules Verne. Mais en tout cas, j'adore la couverture. Elle a vraiment un esprit très très ancien. Les vieux bouquins anciens avec les parties là, je crois que c'est la tranche ou le dos. Une auteure anglaise que je voulais découvrir depuis un bon moment. Il y a également Le Secret d'Histoire sur cet auteur qui a été diffusé, je crois, l'année dernière. Et je me suis dit, je dois bien découvrir un peu ses œuvres. Ma mère adore la série télé en lien avec l'un de ces personnages-là. C'est donc des romans d'Agatha Christie, je pense la reine du polar anglais, si ce n'est la reine du polar. Donc il y en a en tout 7. Je ne vais pas spécialement parler des résumés parce que comme je dis, j'aimerais bien faire un peu vite. Donc il y a Le Crime de l'Orient Express, grand classique. Mort sur le Nil, Le meurtre de Roger Ackroyd, je ne sais pas si je prononce bien. Dix petits nègres, très grand classique aussi. Rendez-vous avec la mort, je ne le connaissais pas spécialement. Le chat et les pigeons. Et les 7 cadrans. Donc c'est vraiment des romans d'Agatha Christie qui sont pas si épais que ça, mais qui je pense sont agréables à lire en été. Ceux-là c'est les pires quand il s'agit de sortir de l'odeur que je disais de la cave et tout. Les 3 des romans que j'ai récoltés chez ma cousine, j'ai l'impression qu'il m'en manque un et ça me commence un peu à me saouler de savoir pas savoir où je les ai posés. Je vous parle pas des résumés parce que je les ai moi-même pas du tout lus. Alors je sais pas en plus si c'est des tomes 2, des trucs comme ça. Et il y a donc La Bougrainvillée de Fanny Deschamps, donc Le Jardin du Roi. Comme je dis, je sais pas si c'est un tome 1 ou quoi. Donc toujours chez France Loisirs. Le roman de Sophie Trébuchet de Geneviève Dormant. Et L'or des broderies, non des borderies, je vais y arriver, de Jean-Paul Malava aux éditions Calmel Lévy par contre là. Donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Et donc tout ça c'est évidemment ce que j'ai récolté chez ma cousine, et comme je dis, je crois qu'il y en a encore et je vous ai même pas présenté l'encyclopédie pour pas que ça dure trop longtemps. Je crois qu'il m'en manque quand même. En acquisition de ma propre partie évidemment, je pense que le fait que j'ai trop de romans, ça a fait que j'ai acheté pas mal de livres volontairement et involontairement. Le premier c'est Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard chez Pocket. À la base je l'ai acheté pour mon frère. Je lui dis, au fait, tu que je cherche avec son père et tout, ça m'intéressait pas du tout. J'ai dit, ça m'arrange, moi je le garde pour moi. Donc voilà. Donc Fabien Olicard, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est un mentaliste. Enfin, je pense pas qu'il se définit comme ça. Mais en tout cas, il a une chaîne YouTube où il résout des casse-têtes, où il donne des petites astuces de mentaliste, un peu comme dans son bouquin. Mais en tout cas, j'aime bien avoir des idées de savoir comment fonctionne le cerveau et comment bien le faire travailler et tout. Donc au moins. C'est un petit roman très simple, je pense qu'il n'y a pas besoin de se dire d'une traite ou d'une chose comme ça. Avant de vous présenter les 2 autres romans suivants que j'ai acquis, il fallait que je vous parle de celui-ci. Assassin's Creed 2570 Histoire, sous la direction de Aymar Azazia et Victor Batagion. J'espère que je prononce bien les noms. Donc, apprendre l'histoire avec l'un des jeux vidéo les plus célèbres du monde, donc aussi en Les Arènes, en collaboration avec le magazine Historia. En fait, il s'agit tout simplement d'un regroupement
des hors-séries, c'est ça, je crois que c'est ça, que Historia a publié justement en lien avec Ubisoft et notamment le jeu Assassin's Creed. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Assassin's Creed, c'est ce jeu vidéo où on remonte le temps et on découvre plusieurs périodes de l'histoire du monde. Donc là, ils ont vraiment fait, il y a 4 numéros, attendez. Non, il y a celui-là sur, dans l'ordre chronologique, hein, historique. C'est-à-dire qu'on commence par la guerre, la guerre du Péloponnèse, dans la guerre entre Sparte et Athènes, qui est donc Odyssée, qui est sortie l'année dernière. Après, on a l'Égypte ancienne, plus l'époque de Cléopâtre et Jules César, donc en moins 60 avant JC. On a l'Italie des Borgia de 1450 à 1500. Après, on a l'âge d'or de la piraterie de 1700 jusqu'à 1730 à peu près. Après, on a évidemment la Révolution française, 1789-1799. Et on a la Révolution industrielle de 1800, je sais plus combien, jusqu'à 1901. C'est là que je commence à douter de ce que je vous raconte en fait. Autant je peux vous donner des périodes larges pour vraiment pas avoir d'idée fixe, mais là c'est la Révolution industrielle 1837-1900. Donc vraiment très large, donc c'est pareil, la guerre du Péloponnèse c'est moins 450 à moins 430 je crois à peu près. J'ai pas les dates précises, donc je vous donne vite fait pour la 431 à moins 404. Donc voilà, c'est en moins, comme vous avez pu le deviner, si vous connaissez bien Assassin's Creed, il n'y a pas toutes les périodes dedans. Comme je dis, vu qu'il y a qu'un regroupement de hors série. Mais en tout cas, j'aime bien, il y a un côté un petit peu manuel d'histoire. En tout cas, c'est très bien créé. On a vraiment un manuel d'histoire, mais très bien coloré. En mieux. Et donc, comme je vous l'ai dit, grâce à Assassin's Creed, qui donc se déroule sur plusieurs périodes de l'histoire, je me suis mise à fond à la Révolution française grâce ou à cause d'Assassin's Creed Unity. Étant donné que Unity se passe pendant la Révolution française. J'ai commencé à regarder des vidéos en lien avec Assassin's Creed et je suis tombée en fait également sur une chaîne YouTube qui s'appelle Assassin's Creed Universe. La chaîne n'est plus alimentée parce que la personne qui la tient est atteinte d'une maladie handicapante et donc ne peut plus fournir la chaîne comme elle le veut, etc. Sans donner plus de détails. Et sur leur page Facebook, ils ont partagé également l'épisode de l'ombre d'un doute sur Louis XVII parce qu'ils ont incrusté des images de Assassin's Creed Unity dans le jeu. Et je recommande de regarder des épisodes de l'ombre d'un doute en lien avec la Révolution française parce que justement dans Assassin's Creed Unity, je trouve que la Révolution française n'est pas si développée que ça. Et pourtant c'est un pan important de l'histoire de France. Mais en tout cas, j'ai aimé aussi avec Assassin's Creed, c'est que c'est une base pour aller se renseigner, découvrir des périodes et tout. Et donc il y avait un épisode de Secret d'Histoire qui se passe, enfin qui parle des guerres de Vendée, donc qui s'appelle Robespierre bourreau de la Vendée. C'est faux, je vous mettrai en barre d'infos dans le petit. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce sujet-là qui est en fait les guerres de Vendée. Alors, la Révolution française 1789-1799. Les guerres de Vendée, ce qu'on appelait les guerres de Vendée, c'est 1793 à 1796, donc on est quand même plein dedans. Mais ça fait partie de ces événements de la Révolution française qu'on va avoir tendance à cacher sous le tapis, à pas spécialement parler, qui a quasiment été balayé de l'historiographie française, ce qui est un peu dommage. Et donc j'ai vraiment commencé à me renseigner sur les guerres de Vendée, voilà, et puis sachant que j'ai de la famille qui est originaire de Vendée, donc je trouvais ça important que je me renseigne également sur ce sujet. Et donc il y a donc eu 2 livres en plus qui ont rejoint ma palle, qui sont en premier La Vendée de la mémoire 1800 à 2018 de Jean-Clément Martin, édition Perrin. En lisant le résumé, j'étais persuadée que Jean-Clément Martin était historien. Voilà, j'ai lu peut-être historien aussi, mais bon, c'est pas indiqué. On dit qu'il est prof émérite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française. Voilà. J'étais persuadée qu'il était historien, mais bon, après, voilà. Sur la couverture, c'est une statue de Charles Artus, marquis de Bonchamp, donc qu'on appelle communément Bonchamp. Et en fait, ce que fait Jean-Clément Martin, c'est un peu, on dire, de mettre un peu en lumière l'histoire de la Vendée de l'après-révolution, même de l'après, pas si tôt après la fin de la guerre de Vendée, mais vraiment de l'après-révolution jusqu'à maintenant, comment on perpétue cette histoire de guerre de Vendée. Et en tout cas, pour moi, c'était important de savoir quels travaux ont été faits jusqu'à maintenant. Jusqu'à arriver que le dernier gros chapitre s'appelle donc Le Dernier Panache, avec un point d'interrogation, qui donc fait un peu référence à Charette, un des personnages les plus célèbres des guerres de Vendée. Mais en tout cas, par exemple, parce que ça, le Puy du Fou a fait un spectacle qui est encore d'actualité, qui a été commencé à être les représentations ont commencé en 2016-2017, je crois, où justement sur la vie de Charette, notamment sur les guerres de Vendée, donc au moins c'est assez important. Et le deuxième, c'est les héros de la Vendée, oui, de Jean-Joël Bergeron, je sais pas, aux éditions du Cerf. En fait, on va suivre
C'est comme un autre livre, je l'ai vu dans les mains il y a 2 minutes. Parce qu'il fallait que je le pose dans la bibliothèque. C'est celui-ci, les 7 généraux vendéens. De chaque créature jouée que je dois avoir depuis maintenant 2 ans. Où en fait on parle des 7 généraux les plus connus des guerres de Vendée. Donc Catelino, La Roche-Jacquelin, Charette, Bonchamp, Stofflet, Delbé, Lescure. Là, le roman est certes un peu plus grand et un peu plus épais, voilà. Sauf que là, on passe dans ce roman-ci de 7 à 9 personnes. Vraiment, qui sont très dépendants de la guerre de Vendée, en tout cas connus pour ça. Donc, à savoir Catelino, Lescure, je vais reprendre là, je vais vous redire les 2 autres. Donc, Catelino, La Roche-Jacquelin, Charette, Bonchamp, Stofflet, Delbé, Lescure. Et dans celui-là, nous avons en plus Talmont et Marigny. Donc en 9. Et sur la couverture, c'est Antoine-Philippe de Trémoille. J'espère que je prononce bien, je suis désolée. Prince de Talmont, donc comme je disais à l'instant. C'est à la base un portrait en pied, littéralement. Là, c'est qu'une partie du tableau, mais il s'agit bien en fait d'un portrait en pied, donc de la tête aux pieds. Hein, pas très gêné pour ça. Je vous mettrai, s'il faut, bah là, le portrait de Talmont pour que vous l'ayez en vrai. Donc voilà, c'est vraiment... On parle beaucoup des cartes sur le déroulement, mais là, c'est vraiment très complet aussi. On a vraiment aussi une carte au début sur à quoi ressemblait la Vendée militaire. Pas la Vendée actuelle, mais bon, la Vendée militaire de l'époque. Je sais plus si dans celui-là que j'ai vu. Ça va être dans un autre bouquin où j'ai vu une carte où, en fait, où il parle des différentes positions vendéennes. Je sais pas pourquoi, je suis persuadée que c'est dans celui-là. Seem absurd, then Mozart is good for you. Ah non, ils sont là, c'est pour ça que je me dis qu'il me manquait. Donc, les 2 derniers que je les ai lus, je les ai achetés chez Pile hier. Donc, je vous tente cette vidéo le 1er novembre. Hier, on était donc le 31 octobre. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'hier, il y avait donc une dédicace. J'ai donc pu en profiter pour me les faire dédicacer l'après-midi. Je les ai achetés le matin pour les avoir l'après-midi. Il s'agit donc d'Elsie. Donc, le tome 1, une dernière fois. Et là, le tome 2, Ne jamais dire jamais. De Catherine Francoeur aux éditions Ken. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Édité au Québec aux éditions La Bagnole. Donc Catherine Francoeur est québécoise, enfin canadienne, originaire de la province du Québec. On va plutôt formuler comme ça, en tout cas elle est québécoise, si on peut le dire. Connue sous YouTube en général sous son nom de Girly Addict, même si elle a renommé sa chaîne en tant que Catherine tout court. Mais elle a gardé le pseudo de Girly Addict sur Instagram. Et donc elle a été en dédicace hier à Strasbourg. Donc elle m'a dédicacé les 2 et Jay, son copain, m'a dédicacé le tome 2. Je me suis bien marrée parce que Jay il est comme dans les vidéos totalement drôle en fait. Et je vais pas vous montrer la dédicace parce que c'est totalement humoristique. En tout cas moi ça me plaît beaucoup. Et j'adore les dédicaces qu'il y a dedans. C'était un plaisir de discuter avec eux. Si j'avais eu la possibilité je serais passée 1 heure à discuter avec eux. C'est pas une blague, je pense comme tout le monde. Mais vraiment les Québécois sont toujours souriants et tout. Et là je l'ai vraiment très bien ressenti. Mais en tout cas, comme vous le voyez à l'heure actuelle, voilà, Elsie a été commencée, hein, je vous en parle justement dans la case après, ça tombe bien, on va faire le lien. En parlant de ma palle et en parlant d'Elsie, les 2 tomes sont dans ma palle pour ce mois de novembre. J'ai commencé justement le tome 1 aujourd'hui, 1er novembre, et j'en suis à la page 60 en même pas 3 quarts d'heure. Entre une demi-heure et 3 quarts d'heure, ouais, c'est vrai que j'ai à peu près lu au moins une douzaine de pages. Je vais pas vous parler du tome 2 pour pas vous spoiler le résumé, mais je vais vous parler vite fait du tome 1. On suit Elsie qui est nouvelle dans son quartier et qui va faire la connaissance de sa voisine d'enfance, donc Francine, qui est une dame âgée, et au fil du temps, justement, elle va lier une très forte amitié avec Francine jusqu'au jour en fait, en rentrant du lycée. Enfin, c'est pas du lycée d'ailleurs là-bas au Québec, hein, je sais que c'est un nom. C'est l'école secondaire, donc ça équivaut plus ou moins au lycée ici en France, en tout cas fin collège, début lycée en France. Et en fait, jusqu'à qu'on lui dise que en fait, elle voit ses parents en larmes et que ses parents lui disent que tout simplement Francine est morte, qu'elle est paisiblement dans son sommeil, sauf qu'Elsie a du mal à l'admettre, je pense, comme tout le monde, hein, les fameuses étapes du deuil que tout le monde connaît. Mais Elsie va aller plus loin et elle va tout simplement commander une table de Ouija, enfin un jeu de Ouija, pour essayer de reprendre le contact avec Francine, pour espérer justement lui pouvoir dire au revoir dans de meilleures conditions qu'elle aurait voulu avoir justement plus tôt. Et justement, en disant le jeu du Ouija comme on l'entendrait être, et ben Elsie va tout simplement ouvrir une boîte de Pandore, et là ça va être 14-14 de Paul Bern et Céline Edgar chez Castelmore. J'en suis à moitié, pratiquement aux 2 tiers de lu. On va suivre 2 garçons, Adrien
et Adrien. Pas écrit de la même manière. Le premier, Hadrien, pardon, j'arrive plus à parler, vit en 1914, pas loin de la, je crois en Moselle, je crois, en Picardie, non pas la Picardie, c'est trop bas, je sais plus, je connais plus ma carte de France, je suis désolée, pas loin de Laon, donc je pense que certains qui habitent dans ce coin-là sont me corriger en commentaire. Et donc il va écrire, il reçoit un jour il écrit une lettre, un cousin, il écrit une lettre, et en fait il va avoir une réponse d'un jeune, et donc c'est Adrien avec un H, va recevoir une lettre d'un jeune homme nommé Adrien, Adrien, et avec qui il va suivre tout simplement d'amitié, il croit que c'est tout simplement son cousin, mais en fait il y a un gros problème. Le premier, Adrien avec un H, vit en 1914, et le deuxième, Adrien sans H, vit tout simplement en 2014. Donc ces deux vont vivre une correspondance un peu trouble, parce que là, désolée, non c'est que j'aurais dû faire plusieurs tâches, je l'ai pas fait. Et en fait, les deux donc, vont vivre une correspondance un peu bizarre, un peu morbide. Et en fait, tout simplement, on va tout simplement comprendre comment chacun vivait à son époque, jusqu'au jour, tout simplement, qui dit 1914, dit forcément Première Guerre mondiale. Les Chevaliers d'épée d'Anne Robillard, aussi sur Michel Lafon. Je l'ai commencé, c'est vrai, début septembre ou un truc comme ça. Mais je ne l'ai toujours pas terminé. Enfin, je n'ai pas pensé la dernière fois. Mais là, j'ai vraiment l'intention de le lire, en fait. Donc en fait dans ce roman vite fait on va suivre tout simplement Charles Mulligan qui a 96 ans, qui était un ancien prof, enfin docteur, qui a aussi enseigné notamment l'anatomie je crois, ou des choses comme ça, qui en fait depuis maintenant 40 ans n'a pas de nouvelles de son fils adoptif du nom de Thomas, qu'il appelle également Tommy, qui en fait Charles avait posé la mère de Thomas, et donc Thomas considérait Charles comme son fils, jusqu'au jour où Charles confie vite fait, c'est un grand mot, Thomas au généticien, enfin docteur Jean West, un pionnier de la génétique. Et en fait, jusqu'au jour-là, en fait, Thomas serait rentré dans une sorte de secte. Enfin, il y avait quelque chose, déjà, je ne sais pas. Et donc, on va voir un peu ce qu'a vécu Thomas, sur ce qui fait que depuis maintenant 40 ans, il ne lui a pas donné de nouvelles. L'ombre des nuages de Pierre Arnaud Francioso, édité chez Herveil. Alors, le tome 5, je crois qu'il est sorti, ou va pas tarder à sortir. Le seul truc que je trouve ça dommage avec tout ce format-là, c'est que c'est un format semi-poche. C'est bizarre, mais que quand on sait que les autres sont en format poche, je trouve ça un peu plus dommage. Je sais pas si j'en ai un sous la main pour vous montrer. J'en ai eu un dans les mains. Donc voilà, je vous avais dit que j'en avais un dans les mains. Donc là, c'est le tome 2. Donc ça va première partie. Et on voit bien que c'est pas du tout le même format. Je trouve ça. Alors je sais pas si c'est dans l'édité en format poche ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait pas chouette dans une bibliothèque, en tout cas quand tu veux essayer d'avoir quelque chose de carré, surtout pour des séries. Là c'est pareil, c'est comme dans les premiers épisodes, enfin, sachant que le deuxième tome est divisé en 2 parties. Là cette fois-ci on va suivre Astrid qui, suite après avoir été victime d'un accident, se retrouve comme certains jeunes de son âge enfermés dans une école, une fondation, la fondation 2, et on leur dit tout simplement qu'ils sont des mutants en fait. Et de tous âges, pardon. Et qui a été créée il y a 300 ans. Mais en fait, cette école, comme dans les précédents tomes, évidemment cache ses secrets et donc des disparitions, des morts, enfin, pas de trucs très cool. Et Astrid va donc devoir savoir ce qui se passe en fait. Et là, vraiment, c'est vraiment un point d'orgue du tome, de la série, parce que dans le premier, le personnage principal qu'on suit, qui est donc Éloi, vécu sa vie tranquillement hors de la fondation, et dans le tome 2, j'ai plus le nom du personnage d'ailleurs. Murray, qui lui apparemment aura découvert des trucs beaucoup plus glauques au sein de la fondation. Je vous en dis pas plus pour pas vous en parler, mais en tout cas il y a une espèce de mélange X-Men et Harry Potter. Enfin moi je le perçois un peu comme ça, mais après tout est relou. Et en format audio, je vais continuer, enfin essayer de terminer les énigmes de l'histoire de France sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, qui lui est historien par contre. Donc en tout cas j'ai vraiment de le finir. Mais en tout cas pour l'instant j'ai pas... De toute façon, il y en a beaucoup en numérique, vraiment de liquider un max de livres papier pour vraiment diminuer ma palle. De toute façon, vous verrez ça dans ma bibliothèque, enfin dans mes vidéos rangement de bibliothèque. Voilà, j'ai plus de livres non lus en format papier qu'en format papier, donc j'ai l'intention d'en lire un maximum très prochainement en tout cas. Ma vidéo sur les tours de Joël du mois d'octobre est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée que ça dure aussi longtemps, mais comme j'ai dit, vu que j'ai beaucoup de livres en surplus à vous montrer avec du retard, il fallait bien que je vous les présente. Et donc sur ce, je vais vous laisser, je vais monter ces vidéos. Et normalement ce week-end, il faut que je commence à préparer mes vidéos où je vous range tout ça. Donc sur ce, je vous dis donc de bonnes lectures.